Chez nos voisins wallons, l'extrême droite n'a jamais décollé. Fabien Escalona pour Mediapart. En France, le Rassemblement national a pu fêter son cinquantenaire avec le sourire. Le parti cofondé par Jean-Marie Le Pen en 1972 n'a jamais eu autant d'élus, ni réuni autant de suffrages à des élections décisives pour le pouvoir national qu'en 2022. Mais alors que la région des Hauts-de-France constitue l'une de ses zones de force, il suffit de traverser la frontière et de se retrouver en terre wallonne pour que les suffrages en faveur de l'extrême droite soient réduits à presque rien. La différence est d'autant plus marquante qu'elle relève presque de l'exception. Depuis les années 1980, les formations de droite radicale ont percé et se sont installées dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. Même dans la péninsule ibérique, où le souvenir récent des dictatures et l'existence d'ailes dures au sein des grands partis conservateurs avaient agi comme des freins à leur émergence, Vox et Chega sont devenus des forces significatives. De plus, l'extrême droite se porte bien mieux ailleurs en Belgique. La division linguistique du pays a en effet abouti à une séparation entre partis flamands et partis francophones, et la différence est nette. Le Vlaams Belang, qui est le parti phare de l'extrême droite flamande, compte aujourd'hui 18 députés au Parlement fédéral, pour 12% des suffrages en 2019, et 23 députés au Parlement flamand, pour 18,5% des suffrages la même année. Côté wallon, on observe plutôt une disette électorale. Lors des derniers scrutins, le Parti populaire et le mouvement Nation ont recueilli moins de 1,3% des voix au niveau fédéral et à peine plus de 4% au niveau régional. À cette occasion, le PP a perdu le seul siège qu'il avait acquis 5 ans auparavant au sein du Parlement wallon et s'est dissous. Les listes d'Estex, une force de droite radicale créée en 2019 par un sénateur ayant quitté le mouvement réformateur, n'ont pas non plus percé et subissent depuis une crise de leadership. Il existe bien une extrême droite francophone. Une toute nouvelle formation a même récemment vu le jour, parrainée par l'eurodéputé RN Jordan Bardella, chez nous, qui s'inspire clairement du modèle français, en tenant un discours hostile à l'immigration et au multiculturalisme, tout en cherchant à projeter une image de respectabilité. Cependant, cette famille politique apparaît particulièrement faible, divisée et en errance stratégique. Cette situation n'a rien d'accidentel ni de conjoncturel. La marginalité de l'extrême droite en Belgique francophone est structurelle, indique au contraire Benjamin Biard, politiste et chargé de recherche au Centre de recherche et d'information sociopolitique, CRISP, à Bruxelles. Les difficultés considérables qu'elle rencontre remontent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En effet, il faut remonter à 2004 pour trouver le record du Front National Belge, FNB, qui avait obtenu cette année-là 8,1% des suffrages aux élections régionales, mais n'a jamais reproduit cette performance et a disparu voici 10 ans. Comment expliquer une telle absence de percée durable ? Le fait qu'il y ait tout de même eu quelques soubresauts électoraux, et ce que l'on sait des études d'opinion sur l'opinion publique wallonne, ne permettent pas de conclure à l'absence de valeurs ou d'attentes propices à l'extrême droite. C'est ce que défend la chercheuse en sciences politiques Léonie de Jong dans un article académique publié en 2020. De Jonge. Il y a un large potentiel pour les partis de droite radicale populiste, affirme-t-elle, en citant un taux d'immigration supérieur à celui de la Flandre, un déclin industriel favorisant la recherche de boucs émissaires et un niveau d'islamophobie de l'électorat wallon en réalité supérieur à celui de l'électorat flamand. D'un côté comme de l'autre de la frontière française, les niveaux de perception négative de l'immigration ne sont pas radicalement différents, confirme Benjamin Biard. Le responsable syndicat et auteur de « 10 c'est quoi l'antifascisme » en 2002, Julien Dohet rappelle que la Wallonie a été, lors des grandes heures de l'industrie sidérurgique, une terre d'accueil et d'intégration de l'immigration par le travail. Même à cette époque, souligne-t-il, il existait cependant des réflexes racistes et les immigrés italiens se voyaient reprocher leurs habitudes alimentaires, de venir toucher la mutuelle et de vivre entre eux. Aujourd'hui comme hier, le peuple wallon n'est donc pas intrinsèquement voué à une paisible attitude cosmopolite et démocrate. Les causes de la faiblesse insigne de l'extrême droite francophone résident donc ailleurs. Certaines relèvent de son propre fait et renvoient à la médiocrité de ses responsables. L'histoire de cette famille partisane est marquée par des luttes intestines et des querelles interminables, signale Benjamin Biard. Le FNB, Front National Belge, a par exemple connu plusieurs dizaines de scissions au fil de son existence. Aucun leader charismatique n'a émergé, capable de surmonter cette fragmentation. Le cas suédois, par contraste, atteste qu'il ne suffit pas de l'existence d'opinions xénophobes et ethnocentristes
pour que celle-ci se traduise automatiquement en vote pour l'extrême droite. Les si mal nommés démocrates de Suède sont devenus la deuxième force électorale du pays, et c'est aussi parce que leur direction a engagé une mutation durable du parti, en se débarrassant des oripeaux militants et doctrinaux qui bloquaient le vote en sa faveur. La faible qualité de l'offre partisane n'est cependant pas le facteur le plus important. Dans son étude, la politiste Léonie de Jonge fait valoir qu'en Wallonie, des partis plus robustes que d'autres dans leur organisation n'ont guère eu davantage de succès dans les urnes, et qu'ailleurs à l'étranger, des partis déjà bien structurés ont parfois dû attendre des conjonctures favorables pour percer. Si cela ne s'est pas produit en Wallonie, c'est parce que d'autres facteurs cruciaux ont joué. D'une part, un encadrement politique, syndical et associatif qui a mieux perduré qu'ailleurs sur ces terres de gauche. Ce n'est pas un hasard si le meeting fondateur du nouveau parti chez nous, finalement interdit par la justice, s'est transformé en une simple conférence de presse. Le militantisme antifascisme a toujours été actif pour empêcher l'extrême droite d'occuper l'espace public ou de se réunir comme si de rien n'était, explique le syndicaliste Julien Doé. De manière générale, poursuit-il, le tissu associatif a toujours maintenu une vigilance, que l'extrême droite ait des élus ou pas, à travers la diffusion de brochures, l'organisation de soirées culturelles, et dans les organisations syndicales, qui sont encore très implantées, un discours antiraciste est tenu dans les formations dispensées. Dans un travail dense publié par le CRISP, le chercheur Benjamin Biard dresse un panorama effectivement large de tout le maillage éducatif et citoyen qui agit contre les idées d'extrême droite dans le quotidien de la société. Nous avons aussi une gauche du gouvernement qui n'a pas complètement abandonné les milieux populaires, ajoute Julien Doé. Elle s'est convertie à des politiques néolibérales comme ailleurs, mais elle est tout de même restée au contact de la société civile et de la population. L'argument a été développé de manière systématique par la chercheuse Hilde Coffey dans un article académique datant de 2008. Au contraire de leurs homologues flamands, développe-t-elle, les dirigeants du PS francophone ont su entretenir un socialisme de proximité, fait de présence sur le terrain, de services rendus, mais aussi de clientélisme, qui a limité le délitement des loyautés électorales. De plus, ils n'ont pas accompli le virage social-libéral aussi radical dans les années 90. Cela les a aidés à maintenir au centre de l'agenda des enjeux socio-économiques sur lesquels l'extrême droite parvient beaucoup moins à mobiliser. Le second facteur identifié comme particulièrement crucial est la discipline avec laquelle un cordon sanitaire a été respecté autour de l'extrême droite. Il faut à cet égard distinguer le cordon politique et le cordon médiatique. Le premier, reposant sur des accords écrits, consiste pour les autres partis à refuser de gouverner avec l'extrême droite. Mais il existe aussi côté flamand, sans que le Vlaams-Belang n'en ait été réduit à la marginalité. Le second, en revanche, n'est appliqué qu'en Wallonie. Il a été formalisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Concrètement, les radios et télévisions ne reçoivent pas de responsables d'extrême droite, ni d'aucune autre formation considérée comme liberticide, y compris en temps de campagne électorale. Cette ostracisation médiatique a été contestée, mais plusieurs décisions de justice ont tendu à la conforter. Ce type de cordon sanitaire participe à réduire sérieusement la visibilité des idées de l'extrême droite, souligne Benjamin Biard. Le politiste y voit un obstacle majeur tout en relevant qu'il a été dressé, alors que l'extrême droite n'avait pas déjà percé. Autrement dit, son application dans un pays où l'extrême droite est déjà forte ne serait probablement pas aussi bien comprise ni efficace. En dépit d'une polémique récente sur le respect de ce cordon sanitaire par le dirigeant du parti MR qui est allé se confronter côté flamand avec le dirigeant du Vlaams-Belang, l'ensemble des partis et des médias francophones ont globalement respecté le principe selon lequel l'extrême droite doit être traitée comme un acteur fondamentalement étranger au jeu démocratique normal. On peut y voir la persistance d'un vieux fond culturel antifasciste, selon l'expression de Philippe Destat, professeur de sciences politiques à l'université de Mons. Ce dernier rappelle qu'en 1940, lorsque l'armée belge a capitulé, Hitler a fait une distinction entre les soldats flamands et les soldats wallons qui ont été faits prisonniers. Les premiers ont été libérés tandis que les seconds ont été gardés en captivité. Côté flamand, les rapports avec le régime d'occupation sont restés tout à fait passifs, mais dans le bassin industriel wallon, l'engagement dans l'antifascisme et la résistance a été beaucoup plus important. Cela a été vrai y compris par rapport au nord de la France. De part et d'autre de la frontière, les quantités d'actions de sabotage n'ont pas été équivalentes, elles furent bien plus importantes côté wallon. Pour autant, le même universitaire est convaincu qu'avec le passage du temps et l'accumulation des crises, ce fond culturel s'étiole et ne constitue aucunement un obstacle immuable. De la même façon, la crise de leadership pourrait être surmontée un jour, tandis que le terrain numérique offre aujourd'hui davantage de ressources pour contourner le cordon sanitaire médiatique. Pas plus que les Belges francophones ne sauraient être essentialisés dans leur identité politique,
Il y a donc de fatalité éternelle à la marginalité de l'extrême droite en Wallonie. Il reste que tous les facteurs évoqués se combinent entre eux pour la maintenir dans une situation de faiblesse, et que si ces facteurs ne sont pas reproductibles tels quels du côté français de la frontière, il n'est pas interdit pour les responsables politiques et médiatiques d'en tirer quelques enseignements. Fabien Escalona, Mediapart.